Le bruit de la main du docteur Victoria Chen frappant le pupitre résonna dans la salle de conférence comme un coup de feu. 250 oncologues pédiatriques restèrent muets, presque à voix basse. Certains poussèrent un cri d'effroi. « C'est inacceptable », lança Victoria d'une voix tranchante comme un rasoir. « Docteur Martinez, asseyez-vous avant de déshonorer davantage cette institution. » Mes mains tremblaient tandis que je restais là, mon ordinateur portable toujours ouvert, mes 2 années de recherche s'affichant sur l'écran derrière moi. La présentation que j'avais répétée des centaines de fois. Le protocole qui pourrait sauver des vies d'enfants. Mon travail. Sauf que, selon mon chef de service, c'était de la camelote. Je sentais mon visage brûler tandis que je rassemblais mes notes lentement, méthodiquement, car si j'allais trop vite, je risquais de craquer devant tout le monde. 3 collègues du Massachusetts General Hospital évitaient mon regard. Le directeur de recherche de Johns Hopkins était absorbé par son téléphone, comme s'il recelait les secrets de l'univers. Le docteur Patricia Morrison, du National Cancer Institute, venu spécialement pour cette présentation, semblait perplexe. Victoria avait déjà pris ma place au pupitre. « Je m'excuse pour cette démonstration », dit-elle d'un ton suave à l'auditoire. Le docteur Martinez est jeune et enthousiaste. Mais en examinant ses recherches hier soir, j'ai relevé plusieurs failles critiques dans sa méthodologie qui auraient pu nuire à la réputation de notre hôpital. Je présenterai moi-même la version corrigée. La version corrigée de mes recherches pour lesquelles elle m'avait demandé l'intégralité des fichiers la veille. J'étais à mi-chemin de la sortie lorsque mon téléphone vibra dans ma poche. Numéro inconnu. Docteur Martinez, ne quittez pas le bâtiment. Votre chef de service va avoir la surprise de sa vie. Retrouvez-moi dans le couloir ouest. Docteur Robertson. Je m'arrêtais net. Docteur James Robertson, rédacteur en chef du Journal of Pediatric Oncology. La revue à laquelle j'avais soumis mes recherches 6 mois auparavant. La revue qui les avait acceptées pour publication le mois prochain. Que faisait-il là? Je me suis éclipsé par la porte de service tandis que Victoria se lançait dans ce qui était manifestement mon introduction sur mes 18 mois d'essais cliniques concernant mon protocole de thérapie combinée innovant. Mot pour mot, comme si elle l'avait écrite elle-même. Le docteur Robertson attendait près des fenêtres de la salle de conférence, une tablette à la main et une expression indéchiffrable. La soixantaine, les cheveux argentés, il avait une réputation telle que les jeunes chercheurs chuchotaient à son passage. « Docteur Martinez, dit-il doucement, je dois vous montrer quelque chose. » Il tourna la tablette vers moi. 2 documents s'affichaient côte à côte. À gauche, ma soumission à la revue datant de 6 mois, avec toutes les métadonnées et les dates. À droite, une autre soumission. Même titre, même recherche, tout était identique, sauf que l'auteur était le docteur Victoria Chen et que la date de soumission remontait à 3 semaines. « Je ne comprends pas, » dis-je. Même si je comprenais parfaitement. Je n'arrivais pas à y croire. Votre directrice de département, expliqua le docteur Robertson d'une voix posée et maîtrisée, a soumis votre recherche à notre revue sous son nom il y a 3 semaines. Notre logiciel anti-plagiat l'a immédiatement signalé comme un doublon de votre précédente soumission. Nous avons retracé les adresses IP, les métadonnées des documents, et même les fichiers Excel originaux intégrés à la section méthodologie. Il fit glisser son doigt vers un autre écran. C'est la 3e fois que le docteur Chen fait ça. Nous avons des preuves documentées qu'elle a volé des recherches à au moins 4 autres jeunes médecins au cours des 7 dernières années. Mais elle a été protégée par les jeux politiques de l'institution et par son mentor, qui siégeait à notre comité de rédaction jusqu'à sa retraite le mois dernier. J'ai senti ma gorge se serrer. Pourquoi me dites-vous ça maintenant? Parce que j'en ai assez de voir de jeunes médecins talentueux se faire broyer par des gens qui ont oublié ce que signifie l'intégrité. Il jeta un coup d'œil vers les portes de la salle de conférence. Et parce que le docteur Chen vient de commettre une erreur capitale, elle présente des recherches qu'elle ne comprend même pas à une salle pleine d'experts, dont moi. Que voulez-vous que je fasse? Rien pour l'instant. Son regard avait une lueur qui me rappelait celle de mes professeurs de médecine juste avant qu'il ne pose la question qui aurait fait trembler un étudiant trop sûr de lui. Vous verrez. Nous sommes retournés discrètement dans la salle de conférence. Victoria était plongée dans la section méthodologie, expliquant mon protocole de dosage modifié avec l'assurance que procure la lecture d'un texte sur un écran plutôt que 18 mois d'essais cliniques. Une main se leva. Docteur Morrison, de l'Institut national du cancer. Docteur Chen,
Pouvez-vous expliquer le raisonnement derrière ce schéma d'administration alternée? C'est assez novateur, mais je suis curieux de connaître les aspects pharmacocinétiques qui vous ont conduit à cette décision. J'observai le visage de Victoria. Je vis une micro-expression qui dura à peine une demi-seconde. De la panique, puis un sourire. Les aspects pharmacocinétiques sont détaillés en annexe. Comme vous pouvez le constater d'après les données, le schéma alterné a maximisé la biodisponibilité tout en minimisant la toxicité chez les patients. Elle n'avait pas répondu à la question. Elle se contentait de répéter des termes techniques qui semblaient corrects. Le docteur Morrison acquiesça, l'air pensif. Suspicieux. Une autre main se leva. Dr Chen, de Stanford, votre sélection du groupe témoin est intéressante. Comment avez-vous pris en compte les facteurs de confusion que sont l'âge des patients et leurs antécédents de traitement? Victoria passa à la diapositive suivante. Nous avons utilisé les contrôles statistiques standards, comme indiqué dans notre méthodologie. Les données parlent d'elles-mêmes. Encore une fois, aucune réponse concrète, juste une esquive. J'ai senti le docteur Robertson bouger à côté de moi. Il a levé la main. Le sourire de Victoria n'atteignait pas tout à fait ses yeux lorsqu'elle l'a interpellé. Docteur Robertson, enchanté. Docteur Chen, j'ai une question technique concernant votre méthodologie de culture cellulaire. Lors de votre 3e série d'essais, vous avez mentionné l'utilisation d'un milieu de culture modifié. Pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez choisi cette modification en particulier et comment elle a affecté les marqueurs d'apoptose? Un silence pesant s'est installé dans la salle. Ce n'était pas le genre de question qu'on pouvait éluder. Elle exigeait une connaissance concrète du processus de recherche quotidien. Une connaissance que Victoria n'avait pas puisqu'elle n'avait jamais mis les pieds dans mon laboratoire. Le milieu de culture modifié, a dit Victoria lentement, a été choisi en fonction des meilleures pratiques actuelles dans le domaine. Intéressant, dit le docteur Robertson, car le docteur Sarah Martinez, qui a soumis exactement la même étude à ma revue il y a 6 mois sous son propre nom, a précisé dans sa méthodologie détaillée qu'elle avait choisi cette modification car ses essais préliminaires avaient montré que le milieu traditionnel provoquait une mort cellulaire inattendue dans les échantillons provenant de ses patients. C'est un détail assez précis à omettre, vous ne trouvez pas? La salle s'est enflammée, non pas par le bruit, mais par l'énergie. 250 oncologues partageaient la même prise de conscience. Victoria pâlit, puis lut. Je ne sais pas où vous insinuez, mais je n'insinue rien. Le docteur Robertson se leva, tablette à la main. Je ne fais que constater les faits. Le docteur Martinez a soumis cette étude au Journal of Pediatric Oncology le 15 mars. Vous avez soumis un article identique, mot pour mot, le 28 octobre. Notre logiciel anti-plagiat l'a immédiatement repéré. Les métadonnées des fichiers intégrés montrent qu'ils ont été créés sur l'ordinateur de l'hôpital du docteur Martinez. L'historique des modifications montre 18 mois de travail du docteur Martinez, votre nom n'apparaissant que pour la première fois il y a 3 semaines. Il s'avança vers l'avant de la salle. Victoria recula du podium, comme si elle était contagieuse. Je vous enquête depuis 4 ans, docteur Chen. Depuis que le docteur Michael Park, qui travaillait sous vos ordres à Beth Israël, m'a contacté au sujet d'une recherche que vous aviez coécrite avec lui. Une recherche qu'il avait menée entièrement seul. Une recherche que vous avez présentée lors de conférences et qui vous a servi à obtenir des subventions. Le docteur Park a quitté la médecine à cause de ce que vous lui avez fait. Le docteur Robertson projeta une nouvelle image sur l'écran, une chronologie de soumission de recherche, plusieurs à la suite, avec 2 noms à côté de chaque. Le nom du chercheur initial et celui de Victoria, apparus des mois plus tard. Dr Jennifer Wu, Dr David Foster, Dr Alicia Ramirez, Dr Marcus Johnson, et maintenant Dr Sarah Martinez. Tous de jeunes médecins sur la carrière desquels vous avez tenté de bâtir votre réputation. Tous avec des preuves documentées de leur paternité originale. Tous réduits au silence par les jeux politiques institutionnels jusqu'à présent. Le directeur médical de l'hôpital se tenait debout au dernier rang. Le président du comité d'éthique de la recherche était également présent. Tous deux semblaient partagés entre la fureur et la mortification. Victoria tremblait. C'est de la diffamation. Je dirige un service depuis 15 ans. J'ai publié plus de 40 articles. Ma réputation, votre réputation, interrompit le docteur Robertson, repose sur le vol, et elle prend fin aujourd'hui.
Il se tourna vers moi. Docteur Martinez, pourriez-vous expliquer à cette assemblée comment le milieu de culture modifié a réellement fonctionné? La véritable explication, et non la version édulcorée que vient de tenter le docteur Chen. Tous les regards se tournèrent vers moi. Cette fois, non pas avec pitié ou gêne, mais avec attente. Je me dirigeai vers le podium, les jambes lourdes comme du béton. Victoria ne bougea pas, elle resta plantée là, immobile comme une statue. Le milieu de culture modifié, dis-je d'une voix plus assurée que je ne l'étais, est une découverte fortuite. Je travaillais tard, vers 2 heures du matin, durant mon 3e mois d'essai clinique. La viabilité cellulaire en culture diminuait, et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Le milieu de culture classique aurait dû suffire. Il fonctionne dans 90% des cas pour des recherches similaires. J'ai ressorti mes lames originales, celles que Victoria m'avait empêché de présenter. Mais il ne s'agissait pas de cellules classiques. Elles provenaient de patients pédiatriques porteurs d'un marqueur génétique spécifique qui modifiait le comportement de leurs cellules leucémiques. J'ai testé 15 modifications différentes avant d'en trouver une qui fonctionne. Il a fallu réduire la concentration de glucose de 40% et ajouter un tampon d'acides aminés supplémentaires, non inclus dans les protocoles standards. Le docteur Morrison se penchait en avant. Concernant la question pharmacocinétique que j'avais posée plus tôt sur l'alternance des traitements, le protocole standard aurait exigé une administration quotidienne, ai-je expliqué. Mais lors de mes essais, j'avais constaté que les cellules issues des patients présentaient une période réfractaire. Elles devenaient résistantes au traitement si elles étaient exposées aux composés thérapeutiques plus de 2 fois par semaine. En alternant les traitements à 1 jour sur 3, nous avons maintenu l'efficacité thérapeutique tout en prévenant l'apparition de résistance. Cela signifiait que le traitement était plus long, mais le taux de réussite avait augmenté de 38%. C'est remarquable, dit le docteur Morrison d'une voix calme. Combien de patients y avait-il dans votre essai? 26, des enfants atteints de leucémie lymphoblastique aiguë qui avaient déjà subi au moins 2 échecs thérapeutiques. 18 d'entre eux sont aujourd'hui en rémission complète. La rémission la plus longue dure depuis 14 mois et se poursuit. Le silence régnait dans la salle, hormis le bruit des médecins qui sortaient leur téléphone pour prendre des notes, enregistrer chaque mot. Le docteur Chen, le directeur médical, annonça d'une voix glaciale, depuis le fond de la salle, « Mon bureau, maintenant ». Mais Victoria se dirigeait déjà vers la sortie, le visage impassible. Le responsable de l'éthique de la recherche la suivit. 2 autres administrateurs de l'hôpital que je reconnus firent de même. Le docteur Robertson me tendit la télécommande du podium. Il vous reste 45 minutes de présentation, docteur Martinez. La parole est à vous. Je présentai mes recherches, les vraies recherches. Chaque détail que j'avais préparé pendant 2 ans. L'auditoire posa des questions pertinentes, des questions qui montraient qu'il comprenait parfaitement ce que j'avais accompli. Le docteur Morrison m'a invité à co-présenter une communication au symposium annuel de l'Institut national du cancer. Stanford m'a proposé un poste de chercheuse invitée. 3 entreprises pharmaceutiques souhaitaient discuter de l'octroi d'une licence pour mon protocole dans le cadre d'essais cliniques à plus grande échelle. Et pendant tout ce temps, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Des collègues dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des mois, des étudiants en médecine qui me demandaient si je prenais des internes, des journalistes qui sollicitaient des interviews. La conférence s'est terminée à 17h30. J'étais en train de ranger mon ordinateur portable lorsque le docteur Robertson est revenu vers moi. « Votre article est programmé pour publication le mois prochain », m'a-t-il dit. En tête de liste. Nous ajouterons une note éditoriale concernant la tentative de plagiat et la manière dont notre processus d'évaluation par les pairs l'a détecté. Cela pourrait aider d'autres revues à repérer des pratiques similaires. Que va-t-il lui arriver? Ai-je demandé officiellement. Cela dépend de votre hôpital et de l'ordre des médecins. Officieusement. Il a haussé les épaules. C'est terminé pour elle. Le médecin-chef est tenu de signaler cette affaire à l'ordre des médecins. Ces publications feront l'objet d'une enquête. Toutes les subventions qu'elle a obtenues grâce à des recherches volées seront annulées et chaque chercheur qu'elle a lésé dispose désormais de preuves documentées pour déposer une plainte officielle. Il marqua une pause. Le monde médical est petit, docteur Martinez. Les nouvelles vont vite. Demain matin, tous les grands centres hospitaliers universitaires du pays connaîtront son nom.
Pas comme elle l'espérait. 3 semaines plus tard, j'ai reçu l'appel. Le docteur Victoria Chen avait été licencié. Son autorisation d'exercer la médecine faisait l'objet d'une enquête. 2 de ses articles, coécrits, avaient été rétractés. Les autres jeunes chercheurs qu'elle avait lésés intentaient un recours collectif, et on m'a proposé son poste, chef du service d'oncologie pédiatrique. À 34 ans, la plus jeune de l'histoire de l'hôpital. Je n'ai pas accepté. Pas immédiatement. J'ai négocié. De nouvelles politiques de protection de la paternité des publications, une vérification obligatoire des co-auteurs pour toutes les soumissions de recherche, un comité d'éthique indépendant permettant aux jeunes chercheurs de signaler leurs préoccupations sans crainte de représailles et un budget de recherche me permettant d'étendre mes essais cliniques à 50 patients supplémentaires. Ils ont accepté tout cela. Mon protocole est désormais utilisé dans cet hôpital à travers le pays. 38 enfants sont sous traitement. 31 d'entre eux y répondent favorablement. Leurs parents m'envoient parfois des cartes, des photos d'enfants à des fêtes d'anniversaire qu'ils n'auraient jamais dû vivre. Des rentrées scolaires qui auraient dû être impossibles. C'est ce que Victoria n'a jamais compris. Il n'a jamais été question de prestige, de publication ou de conférence. Il s'agissait d'une petite fille de 8 ans, Emma, qui a passé tout le premier mois de mes essais à me demander si ses cheveux repousseraient. Il s'agissait de Marcus, 6 ans, qui rêvait d'être astronaute. Il s'agissait de Lily, Jackson, Eden et de 23 autres enfants qui méritaient que quelqu'un se batte pour eux de toutes ses forces. Victoria voyait mon travail comme une échelle à gravir. Je le voyais comme celui d'enfants qui méritent de vivre. C'est fou comme des gens comme elle passent leur temps à s'attribuer le mérite au point d'oublier le véritable but de ce travail. Ils se focalisent tellement sur la présentation qu'ils passent complètement à côté de l'essentiel. Ils pensent que le talent est quelque chose qu'on peut s'approprier. Mais on ne peut pas voler des années d'expérimentations infructueuses à 2 heures du matin. On ne peut voler l'instant où l'on voit enfin des cellules réagir comme on l'espérait. On ne peut voler le nom d'un enfant, sa couleur préférée, ses rêves d'avenir. On ne peut voler l'engagement nécessaire pour réussir. Le véritable talent ne se vole pas. Il se mérite. Une nuit blanche, une expérience ratée, une petite victoire à la fois. Victoria l'a appris à ses dépens devant 250 témoins. Et j'ai appris quelque chose, moi aussi. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de riposter sur le coup. Parfois, c'est de laisser quelqu'un se perdre par son arrogance pendant qu'on rassemble discrètement les preuves nécessaires. Parfois, la justice n'a pas besoin de coups. Il suffit de s'effacer et de laisser la vérité parler. Et quand elle parle, toute la salle écoute.